Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Le rendez-vous de chaque vendredi, vous le connaissez, c'est bien sûr décryptage. Aujourd'hui, on vous sert une fois de plus sur un plateau d'argent une personnalité qui nous parlera de son parcours, de son projet, de sa vision de la vie socio-politique et économique du Cameroun. Il proposera notamment une sortie des crises, ses solutions pour la sortie des crises de la situation socio-politique que vit le Cameroun. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre du comité central du RDPC, entrepreneur dans l'âme. Ce bâtisseur de projets économiques à valeur ajoutée a entamé sa carrière professionnelle en 1982 comme responsable du département de trésorerie de la Boston Bank Cameroun SA. Les premières années de sa longue riche carrière lui ont permis d'explorer les différentes facettes du monde de l'entreprise. Aussi, il a été directeur commercial chez International Business Co-France Import Export, auditeur senior chez Arthur Young, Ernest Andian, puis directeur des ventes aux brasseries du Cameroun, groupe Castel. Il a fondé en 1996, puis dirigé jusqu'en 2003 la SIAC Brasserie Isenbeck SA, un complexe industriel dont la principale activité était la production des bières et des boissons non alcoolisées. Cet économiste de formation et top manager aguerri préside aujourd'hui au destiné de Gleminvest, une holding financière qui développe d'importants projets dans le secteur des boissons, de l'industrie de l'énergie, mais aussi celui de l'industrie immobilière où il pilote en ce moment un programme d'investissement dans la zone du golfe de Yaoundé, aménagement urbain, hôtel 5 étoiles, centre d'affaires et de loisirs, centre commercial, un projet qui est évalué à des milliards de francs. Depuis peu, il est devenu acteur majeur pour les causes nobles aussi bien au Cameroun qu'ailleurs, en créant la fondation qui milite pour l'accès à l'eau potable et l'assainissement, l'accès aux soins médicaux de qualité, la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Né à Yaoundé, au Cameroun, où il a passé sa tendre et adolescente enfance. Il a ensuite poursuivi ses études en France, d'abord à l'Université de Paris 5 Nanterre, en sciences économiques, pour la licence et la maîtrise, puis à la prestigieuse INSEAD, l'une des 3 meilleures écoles de management au monde avec Harvard et Stanford pour le MBA. Marié depuis 3 décennies, il est père de 4 enfants, membre du comité central du RDPC, comme nous l'avons noté, membre de la commission permanente du RDPC dans la Sandaga maritime. Mesdames, Messieurs, Alphonse Joseph Bibé est avec nous ce soir sur le plateau de décryptage. Mais avant de l'accueillir, on va rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations démarre et en train de démarrer en ce moment au Caire, en Égypte. Le match d'ouverture opposera les pharaons d'Égypte au Zimbabwe. Les Camerounais sont partis de Yaoundé à 14h alors qu'ils étaient attendus hier. Une aventure camerounaise qui a démarré de manière tumultueuse. On écoutera notre invité sur le patriotisme, sur la réaction des Lions indomptables du Cameroun au départ de Yaoundé et ce qu'on pourrait éventuellement attendre d'eux. Il nous dira ce qu'il pense de la Sonara, de la Cameroun, de la Camerco notamment. Comment faire pour rebooster, pour relancer ces différentes entreprises. Le temps de prendre un verre d'eau. Ne touchez pas votre télécommande, mesdames et messieurs, surtout derrière. La Coupe d'Afrique des Nations démarre donc ce soir. Le Cameroun entre en lice mardi prochain, sera contre les écureuils du Bénin, puis contre les Black Stars, d'abord contre la Guinée-Bissau, après contre les Black Stars du Ghana. Et on va terminer la phase, le premier tour par ce match contre les écureuils du Bénin. On souhaite néanmoins bonne chance à l'équipe nationale de football du Cameroun. Les Lions, elles, se sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde de football féminin qui se déroule en France. Le Cameroun est venu à bout de la Nouvelle-Zélande sur le score de 2 buts à 1. Le Cameroun affrontera le 23 juin prochain l'équipe d'Angleterre dans le cadre des 8e de finale de cette compétition. Monsieur Bibé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Vision 4. C'est la première sur nos antennes. La toute première. Vous regardez au moins Vision 4? De temps en temps. Quelle émission? Votre journal, par exemple. Le 20h de Vision 4, présenté par Jean-Jacques Je l'ai suivi tout à l'heure, d'ailleurs. J'ai fait une présentation sommaire de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter?
Non, je crois que vous avez tout dit. Vous avez tout dit, il n'y a rien de particulier que vous ayez oublié. On va revenir tout à l'heure sur notamment quelques, on va pas appeler ça péripéties, votre départ des brasseries du Cameroun, la création des SIAC Izenbeck, et puis la vie politique dans la Sanaga maritime avec quelques velléités ci et là. Si cela vous convient, je souhaite d'abord avoir votre avis sur l'actualité de l'heure, la dernière, le comportement des lions indomptables du Cameroun. Certains estiment qu'il y a eu un manque total de patriotisme. 20 millions de francs CFA à chaque joueur, ils en réclamaient le double. Que dites-vous, que pensez-vous de cette actualité? Bien, je pense que les gens, avant de se prononcer, devraient d'abord comprendre le fond. Comprendre le fond. Je ne pense pas que ces jeunes gens aient pris la décision, comme ça pour la première fois, de poser cet acte-là. Que je me souvienne, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense qu'à plusieurs reprises, on a noté ce genre de comportement de la part des dirigeants de la FECAFOOT. Alors, la FECAFOOT ou des ministères des Sports. Il est anormal. Il est vraiment anormal. Sortons de la période actuelle. Ne les jugeons pas par rapport à la période actuelle. Mais prononçons-nous par rapport à ce qui s'est toujours passé, ce qui est de coutume. Ce n'est pas la première fois. Quand on voit les lions courir après les primes, quand on voit les lions, après avoir performé, ne pas recevoir ce qu'on leur a demandé, ce qu'on leur a promis. Les jeunes, dernièrement, je pense qu'il y a eu ce même problème, selon les informations qui ont couru de gauche à droite, mais je pense qu'il y a eu le même problème. Je pense que ces lions, aujourd'hui, ont voulu marquer le coup. Ils ont voulu marquer le coup. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent à la FECAFOOT. Il y a l'argent à la FIFA. Il y a l'argent à la CAF. Cet argent est mis à la disposition des fédérations. On sait comment il doit être réparti. Il n'y a pas de raison que ceux qui performent ne se retrouvent pas à recevoir leurs primes. Donc pour vous, le patriotisme n'a pas été ébranlé par ce comportement? Je ne pense pas. Ce n'est pas une question. Moi-même, je suis un très grand patriote. Mon parcours seul en dit long. Mais je dis à un moment donné, il faut marquer le coup. Je ne pense pas qu'ils ont fait ça parce qu'ils ne voulaient pas partir. Ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ou bien, où va l'argent? Où va l'argent? Parce que l'argent de la FIFA ne fait pas partie du budget du Cameroun. L'argent de la CAF ne fait pas partie du budget du Cameroun. C'est de l'argent qui vient des organisations internationales pour des compétitions bien précises. Donc il n'y a pas de raison qu'au moment de ces compétitions, ces jeunes gens n'aient pas pas ce qu'on leur a promis. C'est votre avis, on va... Voilà. Maintenant, ils sont partis. Je pense que c'est une très bonne chose. Même si j'avais été à côté d'eux, je leur aurais conseillé de partir en définitive. Mais après avoir marqué le coup quand même. D'accord. Voilà. Je souhaite d'abord avoir votre avis global, sommaire sur la situation socio-politique et même économique au Cameroun, parce qu'il y a quand même des imbrications, tout est lié. La situation politique, on la connaît. Il y a peu avant l'élection présidentielle, il y a pratiquement 2 ans, voire 3 ans, l'insécurité qui s'est installée dans la partie anglophone du Cameroun, les revendications corporatistes qui se sont transformées en revendications séparatistes, sécessionnistes. Et la conséquence est là, c'est que cette partie du pays est aujourd'hui meurtrie, les activités tournent au ralenti. Et puis c'est ajouté ce qu'on pourrait qualifier de crise post-électorale, notamment l'un des candidats, le professeur Maurice Kamto, qui s'est autodéclaré vainqueur après l'élection présidentielle, bien avant même les délais légaux prescrits par le code électoral camerounais. Et la situation après la proclamation des résultats, c'est qu'il pense que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle. Il a bravé la loi en organisant des marches et il a été interpellé. Puis cela a bien des conséquences sur la vie économique du Cameroun. On parlera de la Sonara tout à l'heure, on parlera de la Camerco. Quelle lecture faites-vous de la situation socio-politique et économique du Cameroun? D'abord, la situation économique du Cameroun
est très très grave. Là, c'est l'investisseur qui vous parle. C'est le créateur de richesses qui vous parle. Ce n'est pas le membre du comité central du RDPC. La situation est très très préoccupante. Tout ce qui est investissement de production est quasi inexistant en ce moment. Parce qu'il y a des gros risques sur le Cameroun. Vous savez, l'investisseur, il prend la décision d'investir d'abord sur la base de la confiance. D'abord sur la base de la confiance. Tous les autres éléments qui sont des éléments calcul de rentabilité, return of investment, tout ça, ce sont des éléments qui viennent uniquement l'aider à la décision. Ce sont des éléments d'aide à la décision. Mais l'élément déterminant, c'est la confiance. On peut vraiment avoir des éléments quantitatifs, approximatifs, mais si vous pensez, si vous espérez que ça va se passer, vous prenez le risque, c'est ça le risque d'investisseur. Aujourd'hui, le risque d'investisseur est difficile à prendre au Cameroun. Extrêmement difficile. Tous ceux qui sont des importateurs vous diront qu'ils ont des problèmes aujourd'hui quand ils importent des marchandises ou bien quand ils veulent importer des marchandises. Ils ne peuvent pas honorer leurs factures à temps parce qu'il y a un problème de devises. Ce problème de devises se perpétue. Donc on arrive de plus en plus à une situation où l'offre est en train de se bloquer, la demande est en train de se bloquer. C'est pour cela qu'on a cette crise intense. Mais pourquoi, comment en est-on arrivé là? C'est ça la question. Comment en est-on arrivé là? Les raisons sont politiques. Les raisons sont politiques. L'investisseur qui ne veut plus investir, il a perdu confiance. Les raisons sont purement politiques. Et je pense que les solutions aussi sont politiques. Pour qu'on sorte de là, il faut que les solutions politiques soient mises en œuvre. Donc c'est le politique qui a des conséquences sur l'économique, si on vous comprend bien. Vous savez, puisque c'est le politique qui fait à ce que l'investisseur ait confiance. Quand vous avez une crise politique dans un pays, vous n'avez pas beaucoup d'investisseurs qui tapent à la porte parce que le risque est de plus en plus grand. Donc il faut régler d'abord la question politique. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Je suis né à Yaoundé. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence à Yaoundé avant de partir en Occident pour suivre les études dans les années 74. Donc, j'ai la chance de connaître les deux périodes, la période post-indépendance jusqu'aux années 80 et la période après les années 80 jusqu'à ce jour. Pendant la première période, vous savez, il n'y avait pas de différence entre les Camerounais. J'ai grandi avec des Camerounais à Yaoundé, je ne savais même pas quelle était leur tribu. Il n'y avait pas de différence sur le plan appartenance ethnique. Linguistique surtout. Ouais. Ethnie, on ne savait pas ce que c'était. Mais pourtant, il y avait ce problème qui couvait. Alors, je pense que durant cette première partie-là, on a traité ce problème-là, l'État a traité ce problème-là comme si c'était un handicap. Comment faire pour surmonter cet handicap-là? On a mis en place un système de développement autocentré avec équilibre régional. C'est comme ça que ça s'appelait. Développement autocentré, équilibre régional. En espérant que la multitude d'ethnies se retrouve. En plaçant une certaine unicité de caisse économique qui ensuite allait faire la redistribution. On espérait ainsi contenir des éventuelles revendications. Mais comme on ne savait pas qui étaient
Betty, qui était Bassa, qui était ainsi de suite. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Et comme il y avait quand même, à cette époque, je l'ai connu, un équilibre régional dans la redistribution, le problème ne s'est pas posé. Les gens ont un sentiment, après les années 80, les gens, le sentiment qu'ils ont, c'est qu'il y a de plus en plus de déséquilibre. Ce sentiment-là qu'ils ont, ont-ils raison, ont-ils tort, je n'en sais rien. Mais quand je discute avec des gens, c'est ce sentiment qu'ils ont, qu'il y a un déséquilibre. Ce qui pousse les gens à un retrait identitaire. Déséquilibre à quel niveau? Je ne comprends pas. Déséquilibre, quand j'ai parlé d'équilibre régional tout à l'heure, vous avez compris ce que c'était. Oui. Voilà, quand je parle des Déséquilibre, ça veut dire qu'il y a certaines ethnies qui sont favorisées? Les ethnies sont favorisées, les richesses ne sont pas correctement, ne sont pas Équitablement partagées. Bon, c'est ça qui crée les déséquilibres. C'est votre avis ou bien c'est non, vous percevez dans la société? C'est ce que je perçois. C'est ce que, quand je discute avec les gens, c'est ce que je perçois. Qui en ressort, ouais. Vous savez, les Camerounais sont des gens qui ne parlent pas beaucoup en public, mais ils parlent beaucoup dans les salons. Ils parlent beaucoup dans les salons. S'ils disaient en public ce qu'ils disent dans les salons, je pense que ce serait bien pour le Cameroun. En fait, la majeure partie des Camerounais ont ce ressentiment-là, qu'il y a un déséquilibre régional. Alors, ils se disent, s'il y a un déséquilibre régional, alors il faut qu'il y ait un repli identitaire. Sinon, d'où vient le repli identitaire? Et même la crise dite anglophone, je l'appelle dite anglophone. Je suis passé chez un de vos confrères en octobre 2017. 2017, c'est ça, quand je lançais ma fondation. Quand on m'a posé la question sur la crise anglophone, j'ai dit qu'il n'y avait pas une question de crise anglophone. Pour moi, il n'y a pas de crise anglophone. Il m'a demandé pourquoi vous dites qu'il y a... Je dis qu'il y a une crise des institutions, mais qui est née d'un sentiment de déséquilibre. C'était octobre 2017. Mais comme ce n'était pas le lieu pour débattre de cela, je suis passé sur mes livres. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Vous parlez de déséquilibre sur le plan des retombées, on va le dire ainsi, les richesses qui sont inéquitablement reparties. Oui. Vous parlez également de ce sentiment de rejet ou alors de ne pas appartenir à ceux-là qui... Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand c'est équitable, on ne peut pas avoir ce sentiment-là, même s'il existe. Qui est censé établir l'équitabilité et même l'équilibre? Ah, quand il s'agit de la richesse nationale, c'est l'État. L'État, ceux qui incarnent l'État. Bien sûr. Ceux qui incarnent l'État, c'est l'État. Depuis combien de temps vous vous êtes rendu compte qu'il y a cette inégalité et cette injustice sociale, si on va le dire ainsi? Je ne vous dis pas que je me suis rendu compte qu'il y a une injustice sociale. Je vous dis, c'est le ressentiment que les Camerounais ont. D'accord. Sinon, comment expliquer ce repli identitaire? Donc, ce n'est pas votre sentiment? Je ne pense pas que c'est à moi à me prononcer ce soir, puisque la consultation ne s'adresse pas à moi. Vous m'avez demandé de vous dire ce que je pense, ce que je vois, ce qui se passe. Allez-y. Donc je pense et je vois, je constate que les gens ont ce sentiment-là. Et c'est ça qui crée les retraits identitaires. Quelle est la solution selon vous? Du moins sur le plan politique, comment régler cela? Alors je vais vous dire une chose. Je pense ce retrait identitaire profond. Profond. Profond, mais pas insurmontable. Pourquoi? Je vous ai dit, lors de la première partie, donc des années 60 jusqu'au milieu des années 80, on traitait la diversité socio-culturelle comme étant un handicap. Il s'agit maintenant
de renverser la vapeur. D'en faire un avantage. Exactement, parce que c'est un avantage. Comment? Alors, la diversité socio-culturelle a été prouvée. Toutes les études démontrent que les regroupements socio-culturels sont vraiment un catalyseur, un accélérateur du développement économique et social. Toutes les études sont là pour le prouver. Toutes les études l'ont démontré. Donc nous ne devrions pas nous en offusquer, nous ne devrions pas avoir peur de ça. Alors retournons-le comme étant un avantage. En ce temps-là, au lieu de raisonner politiquement, essayons d'avoir un raisonnement économique de la chose, puisque ça nous procure des avantages socio-économiques. Alors, je dis, pourquoi ne pas aider à des regroupements socio-culturels, puisque c'est ça le Cameroun. Le Cameroun, c'est un millefeuille culturel. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas rejeter cela parce que c'est la réalité du Cameroun. C'est un millefeuille culturel. Vous savez ce qu'est un millefeuille? Voilà. Alors, c'est un millefeuille culturel, le Cameroun. Mais c'est beaucoup de richesses. Si nous optons pour, je prends par exemple, on a 10 régions aujourd'hui. Mais quand vous prenez ces 10 régions, elles ont été découpées sur une base plus politique. Compte tenu de la situation du Cameroun aujourd'hui, en cherchant les solutions, on peut redessiner ces régions sur une base socio-culturelle. Parce que nous recherchons le développement socio-économique du pays. Parce qu'il faut qu'on ait ça comme objectif. C'est pour ça que je vous parle en tant qu'investisseur. Et je ne peux investir que s'il y a un développement socio-économique. Parce que je sais que j'ai des marchés. Alors, on renverse ça, on refait un découpage, mais plutôt sur les bases socio-économiques et socio-culturelles. Découpage, il obéit à quoi? À quel... Aujourd'hui, le découpage obéit à quoi? C'est un découpage administratif. Très bien. Donc, c'est un découpage politique. Oui. Voilà. Maintenant, on peut avoir un objectif économique de la chose pour régler le problème qu'on a. On sait que quand on met des gens qui ont la même culture, la même sociologie ensemble, on crée un accélérateur dans le développement économique et social. C'est ce que je vous explique. Est-ce que c'est encore possible maintenant? On a des villes qui sont devenues cosmopolites. Non, c'est possible. Allez-y, expliquez-nous. C'est possible. La ville est cosmopolite, certes. Est-ce que quand on a décidé que cette région, il faut la découper sur des bases socio-culturelles, cela veut dire qu'on a chassé ceux qui n'ont pas la même culture ou bien la même sociologie que les autres? Non. Ils y habitent. Moi, homme d'affaires, investisseur, si je me retrouve découpé dans une zone socio-culturelle donnée, si mes intérêts sont dans une autre zone qui m'offre un avantage comparatif en termes de retour sur investissement, je vais y investir. Je vais y investir. Je ne vois pas pourquoi on a peur de ça. C'est vrai que j'ai du mal à voir comment ça se fait concrètement sur le terrain. Prenons le cas actuellement, il y a dans la partie anglophone, vous parlez de la crise dite anglophone. Comment on règle le problème là-bas si on crée des zones socio-économiques dont vous parlez? Je vais vous dire, il faut que vous compreniez. Non, il faut que vous compreniez. Je prends un exemple. Moi, je suis d'EDEA. Donc, je suis de la Sanaga maritime. Très bien. Vous pensez que si j'ai un avantage à investir à Yaoundé, je ne le ferai pas? Vous le ferez? Très bien. L'investisseur, c'est comme ça qu'il raisonne. Mais au moins, ça règle le problème de ceux qui pensent, qui s'imaginent qu'il faut qu'ils se retrouvent dans la même ère socio-culturelle pour avancer. Ah d'accord, je vois.
On peut le faire. Et je vous dis, ça règle tous ces problèmes-là. Et le Cameroun est toujours un. Et ces aires socioculturelles continuent à produire des richesses, d'abord pour elles, mais quand on agrège, c'est pour le Cameroun. Est-ce que ça peut régler la crise dite anglophone? Ça peut régler la crise dite anglophone. Comment? Parce que quand vous vous retrouvez dans votre ère socioculturelle, il y a un élément de base avant de faire ces regroupements-là, c'est qu'il faut réellement décentraliser. Réellement, ça suppose que... J'ai bien dit réellement. Vous savez, la décentralisation a plusieurs, pas étapes, on ne peut pas les appeler les étapes, a plusieurs formats. Il y a des gens qui pratiquent la décentralisation poussée, il y en a qui pratiquent la décentralisation timide, la décentralisation lente, ça existe. Mais le préalable, c'est d'avoir une vraie décentralisation. Quand vous avez mis en place une vraie décentralisation, en ce temps-là, vous pouvez faire ce découpage-là. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Vraie décentralisation. La vraie décentralisation? Oui. Quand vous me demandez qu'est-ce que je mets dedans, vous parlez de quoi exactement? Qu'est-ce que vous entendez par vraie décentralisation? Elle est totale? C'est une décision que doit prendre un État. C'est une décision que doit prendre un État. Je vais vous dire, le principe de base, c'est d'abord dire on décentralise. De toute façon, l'excès de centralisation ne vous a jamais développé un pays. Parce que ça apporte la bureaucratie, ça apporte tous les maux que nous connaissons au Cameroun. Donc il faut décentraliser. Quand vous décentralisez, vous donnez des pouvoirs économiques, des pouvoirs législatifs. D'accord? Les gens sont maintenant élus là où ils ne sont pas nommés. C'est ça le principe. Les gens sont élus là où ils ne sont pas nommés. Donc ce sont les dirigeants élus qui dirigent cette région-là. Et parce qu'ils sont élus, c'est parce qu'ils ont proposé un programme à leurs électeurs. Et ils sont sanctionnés par ces mêmes électeurs s'ils ne réussissent pas. C'est différent des gens que vous nommez, qui viennent de l'administration et qui viennent diriger une région. Ce n'est pas la même chose. Et c'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là qui tire la région vers le haut. Déjà, point de vue sociologique et culturel, ils s'entendent. Ensuite, ils ont eu des moyens d'une vraie décentralisation. Ils peuvent maintenant tirer leur région vers le haut. Ils peuvent élire les personnes qui ont les programmes les meilleurs. Ils peuvent révoquer ceux qui échouent, ainsi de suite. Et là, maintenant, on tombe dans ce qu'on appelle la compétence et le mérite que vous n'aurez pas quand vous passez le temps à nommer les gens. Parce que quand vous passez le temps à nommer les gens, d'abord, la plupart du temps, tous ceux qui sont nommés se font concurrence parce qu'ils sont nommés par la même personne. Combien de fois vous avez entendu « ben, j'ai le même décret que vous ». C'est ça le plus gros problème au Cameroun. Les décrets. Je n'ai pas dit les décrets, je dis il faut décentraliser. Et vraiment décentraliser. Mais après avoir décentralisé, avant de faire tout ça, il faut faire ce découpage-là. Quand vous avez réussi à le faire, je pense que vous avez fait les 4/5 du chemin. Okay. Regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup de détournement au Cameroun, puisque nos prisons sont remplies. Quand vous pratiquez ces détournements au niveau national aujourd'hui, ça impacte immédiatement l'économie nationale, tout entière, par le phénomène de la caisse unique. Si vous décentralisez cela,
Non seulement ça va réduire les velléités de ce type de malversation, parce que les gens savent qu'ils seront sanctionnés par les urnes, ainsi de suite, mais en plus de cela, ça va impacter d'abord votre région, en laissant sauve le reste du pays, en donnant la possibilité au reste du pays, peut-être, de recevoir le choc de manière différée, et peut-être un choc amoindri. Aujourd'hui, le choc, il est boum. Quand on vous dit que quelqu'un a détourné 100 milliards, ben c'est 100 milliards pour tout le Cameroun. Hein. Et comme ça, il y a le problème des lions, il y a tout ça. D'accord. Avant de continuer avec des questions économiques, je souhaite avoir votre avis sur la formule proposée, souhaitée par le gouvernement, celle de la résolution de la crise dite anglophone, notamment le dialogue qui a été annoncé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce qu'il y a, selon vous, des préalables à remplir, des modalités? Comment devrait se faire ce dialogue-là? Doit-on s'attendre à une rencontre globale, élargie, peut-être à Yaoundé avec les différents acteurs? Comment est-ce que vous le préconiseriez si c'est vous qui aviez la manette de cette affaire? Le dialogue va donner quoi? Des solutions consensuelles. Vous dites bien consensuelles. C'est le plus difficile à obtenir. C'est le plus difficile à obtenir. On sait quel est le problème. On peut faire l'économie du dialogue. Vous voulez que le dialogue se transforme en... Vous voulez que le dialogue se transforme en une histoire de... comment est-ce qu'on appelle ça? Juger le chef d'État? Parce qu'il y en a qui ils attendent ça dans un dialogue. Faire le procès du chef de l'État. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je n'attends pas grand-chose d'un dialogue. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui ne va pas. Les gens veulent respirer. Les gens veulent être au centre des décisions. Les gens veulent se regrouper pour produire de la richesse. La solution, ce serait un référendum. Ah, vous êtes favorable pour un référendum? Mais bien sûr. Ce serait... serait un référendum, parce qu'on ferait l'économie... S'il y a la solution, pourquoi faire un référendum? Mais justement, la solution pour justement légaliser, puisque, comment est-ce qu'on appelle ça? La Constitution a prévu le référendum, je crois dans son article, 36. Ce serait quoi la question du référendum, si jamais ils font un référendum? Il faudrait déjà que le principe soit acquis. Et ensuite, on trouve la question. Moi, je dis, il faut qu'on sache il faut que les cultures se regroupent. Ça, c'est très important. Parce que c'est un accélérateur du développement. Toutes les études dans le monde le prouvent. Ensuite, il faut qu'on fasse un découpage sur cette base-là. Ensuite, il faut qu'on fasse une vraie décentralisation. Il y a d'autres qui disent, il faut peut-être englober les régions au sein des États. Donc, pour faire peut-être une fédération. Parce qu'il y a 4 aires culturelles au Cameroun. Pourquoi ne pas regrouper ces régions au sein des États et en faire 4, par exemple? On peut poser... 4 États fédérés. Je pose la question. Et ça peut se régler par le biais d'un référendum. On aura quoi comme État? Un État au nord? On peut bien envisager un État à l'ouest, on peut envisager le Grand Ouest, on peut envisager un État centre, sud et est, on peut envisager un État littoral, Sanaga maritime, on peut envisager un État Grand Nord. Ça, ce sont les 4 aires culturelles. Bien sûr, il y aurait le problème du sud-ouest.
Le sud-ouest, on pourrait l'intégrer dans le littoral, parce que c'est les mêmes gens. Sociologiquement, culturellement, c'est les mêmes. On n'a pas un État qui regroupe les deux régions Mais dites non. anglophones. Faites même un sondage. mini-référendum entre eux, vous verrez que ça ne se passera pas. Faites un mini-référendum entre le nord-ouest et le sud-ouest, vous verrez que ça ne se passera pas. C'est pour ça que je dis que c'est un faux problème. Si c'est un problème linguistique, alors on le transférera au niveau de ces deux États. Il sera beaucoup plus facile à régler. Donc je retiens pour vous, pas de dialogue, peut-être un référendum pour légitimer les solutions qui peuvent être... Je pense d'abord proposer quelle est la forme et ensuite la soumettre au référendum. J'ai un exemple. En 1958, en France, on vit la 4e République. La 4e République est vraiment à mal. On est au bord de l'insurrection. Et les armées qui étaient basées au sud sont en train de se préparer pour monter à Paris, pour faire tomber le Conseil qui dirigeait la 4e République. Le général de Gaulle était très fort à l'époque, mais ne faisait pas partie de cette République-là. Qu'a fait le président du Conseil? Il a fait appel au général de Gaulle, qui n'était pas dans son gouvernement, et il lui a confié, en toute légitimité, la constitution d'un gouvernement. Dans un premier temps, habile comme il était, il a fait un gouvernement qui mélangeait un certain nombre de personnes, ceux qui étaient là et ceux qui l'amenaient. Les gens de son camp même l'ont traité de très lâche à l'époque. Mais c'était un gouvernement provisoire qu'il faisait pour avoir le temps d'élaborer une nouvelle constitution. Avec son ami Debré, ils ont élaboré la constitution. Il avait les pleins pouvoirs. Il pouvait bien se contenter de ses pleins pouvoirs. Il a décidé de s'en remettre au peuple. Et il a proposé cette nouvelle constitution au peuple. Et le peuple l'a validée. Et c'est cette constitution qui prévaut aujourd'hui, la 5e. C'est pour ça que vous êtes favorable d'un référendum. Je dis qu'on peut le faire et faire l'économie, c'est du temps perdu, puisqu'on sait de quoi il s'agit. On sait où est le mal, on peut faire l'économie de ça et faire un référendum. Le référendum ne se limitera pas dans ces zones-là. Hein. C'est au niveau de tout le Cameroun. National. Parce qu'il est hors de question. Mais je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a des gens qui pensent à une sécession, c'est ça? Mais il est hors de question. Séparation entre les deux. Non, il est hors de question. Vous savez, quand vous aimez un pays, vous y restez. Quand vous ne l'aimez pas, vous le quittez. Si vous n'êtes pas très bien dedans, vous le quittez. Mais vous n'allez pas partir avec le pays pour le donner aux voisins. D'accord? Alors la sécession, c'est non. Mais par contre, tout le reste, je pense qu'on peut le faire. Et on sait comment le faire. Là, c'est le début des solutions que je propose. On peut le faire comme État, on peut le faire comme région décentralisée. On peut le faire comme État fédéré. Mais on part déjà du regroupement socio-culturel, on fait le découpage comme ça. Vous allez voir, ça va marcher. Ça, on peut soumettre ça à un référendum si vous voulez. On va peut-être respirer avant d'évoquer les questions économiques qui nous intéressent particulièrement ce soir. Juste une courte respiration.
Nous sommes toujours avec M. Alphonse-Joseph Bibert. Il est économiste, c'est un PDG. Il est également membre du comité central du RDPC, membre de la commission permanente du RDPC dans la Sandaga maritime. On va donc essayer de profiter au maximum de votre expertise en tant qu'économiste financier. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le Cameroun décolle véritablement? Entre les problèmes politiques qui ont une influence sur la vie économique, vous le disiez tout à l'heure que le Cameroun ne semble plus attractif. On attire plus les investisseurs. Il y a une conférence internationale qui a été organisée par le chef de l'État à Yaoundé, Investir au Cameroun. Mais jusque-là, on a du mal à voir les résultats. Vous, en tant qu'économiste, quelle solution, qu'est-ce qu'il faut pour que le Cameroun décolle? Vous avez dit on a du mal à voir les résultats. Vous avez vous-même les réponses. C'est tout ce que je vous ai dit avant. C'est tout ce que je vous ai dit avant. Je pense que la première chose, c'est celle-là. De toute façon, si on ne le fait pas... Préalable, régler les problèmes politiques avant d'envisager... Ça, c'est clair. Allons sur l'hypothèse des problèmes politiques qui sont réglés. Très bien. Et le décollage se fera comment? Alors, les problèmes qui sont réglés, s'ils sont réglés tels que je vous ai proposé la chose, les ingrédients du décollage sont à l'intérieur des mêmes régions ou les mêmes États. Ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que le blocage, je vous ai fait part des points de blocage. Et je vous dis aujourd'hui, ce regroupement socio-culturel qui va être un facteur accélérateur du développement économique est important. Donc les ingrédients sont là. Ces personnes qu'on va libérer, à qui on va donner les pouvoirs économiques, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires chez eux, ne vont élire que des personnes compétentes ou bien des personnes qui ont un programme attractif. Et le programme attractif, c'est quoi? C'est le programme qui s'occupe du développement de la région ou de l'État. Développement des infrastructures, les hôpitaux, les écoles, les routes, ainsi de suite. Donc pour vous, la décentralisation est au cœur même du décollage, de l'émergence du Cameroun. Mais bien sûr. Je vais vous prendre un exemple. Je vous ai apporté ici, très rapidement, un petit condensé. Vous avez ici, très rapidement, une douzaine de pays. Une douzaine de pays. Ils font quoi? La douzaine de pays qui comptent parmi les puissances économiques mondiales. Il y a 10 dedans qui ont soit une décentralisation poussée, soit carrément une fédération. Ils sont là. Vous pouvez citer les noms, hein, je vais pas Afrique du Sud, Nigeria, Canada, États-Unis, Suisse, Allemagne, Brésil, Chine. Quand vous parcourez leur mode, c'est soit système fédéral modéré, soit système fédéral poussé, soit système hautement décentralisé. Mais vous pensez que c'est un hasard? Alors, quand on prend nos deux champions africains, parce que j'ai dit Afrique du Sud, Nigeria, vous n'avez pas réagi, je croyais que vous alliez réagir. Quand on prend nos deux champions africains... Je vous écoute encore. Quand on prend nos deux champions africains, M. Obama, Nigeria, première puissance économique d'Afrique, 27e puissance économique mondiale. Ça vous fait rêver, hein? Vous prenez l'Afrique du Sud, deuxième puissance économique d'Afrique. Elle est parmi les 30 puissances économiques mondiales. Donc, parmi les 30 puissances économiques mondiales, vous avez 2 pays africains, mais qui sont des pays à système fédéral. Modéré pour l'autre, fédéral total pour le deuxième. Tous les autres pays, là, c'est des systèmes presque identiques ou voisins. Mais le Cameroun... Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Ça participe de la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure. Donc, n'ayons pas peur de cela. Oublions
la question anglophone, qui n'en est pas une. Oublions-la. Oublions-la. C'est le même Cameroun. Nous avons besoin tous qu'il se développe. Tous qu'il se développe. Mettons en place cela. Vous allez voir que dans les 10 ans qui viennent, il se développera. On n'attendra pas 35. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'à 35, on sera un pays développé. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous avons les solutions. Il faut juste mettre Il faut mettre les implémenter. en œuvre. Mais la décentralisation est quand même en marche. Mais elle n'a pas les bases que je vous propose. Elle n'a pas encore les bases que vous Je proposez. Elle est en cours. Ben oui, enfin, on verra. Mais alors, profitons-en. Elle ne peut pas passer de 0 à 100. Il y a quand même non. un cheminement. Ça, il faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Laissez tomber le phénomène d'apprentissage. La sociologie, tout ce qui est sociologie et culturelle règle ce problème-là. Parce que chacun va faire ce qui est bien pour lui. Ils n'ont pas besoin de prendre du temps d'apprentissage. Non, chacun va faire ce qui est bien pour lui. Je vous prends un autre exemple que je prends souvent. Vous voyez nos frères de l'Ouest, qu'on appelle de manière un peu, par extension, Bamileke. Nos frères de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils nous ont démontré? Ils nous ont démontré qu'ils pouvaient créer de la richesse sans avoir été à l'école. L'école occidentale. Mais ils ont été à l'école culturelle, socio-culturelle. Ils nous ont démontré qu'ils pouvaient créer des richesses. Vous connaissez des noms. Et tous les Camerounais connaissent les noms. Et ils en ont créé et ils continuent à en créer. Si vous prenez une autre région qui a une autre tendance socio-culturelle, ce n'est pas dans son ADN. Son ADN, c'est faire des études très poussées, comme ça tu pourras apprendre à créer de la richesse. Pourquoi vous voulez associer les deux pour ralentir l'un? En essayant de ralentir un, vous allez ralentir les deux. Mais en laissant chacun dans son environnement socio-culturel, il se retrouvera avec les autres, ils se développeront économiquement et par agrégation, ils développeront le Cameroun. Ce n'est pas quand même sorcier à comprendre. Est-ce qu'ils développeront un autre État? Le Nigeria a je ne sais pas combien d'États là. Est-ce que quand on parle du Nigeria, on parle de l'État de Lagos? On parle du Nigeria tout court. On parle du Nigeria tout court. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, on ne parle pas de la Californie. La Californie, c'est pour le tourisme. Ou bien pour son intellect. D'accord. On a compris que pour vous, l'émergence de l'écolage passe par la décentralisation. Oui. Avant de parler du franc CFA, je voulais avoir votre avis spécifique sur deux cas qui préoccupent les Camerounais actuellement. Aujourd'hui, quand on parle de Camerco, le terme qui revient, c'est le mythe décisif, l'éternel recommencement. Un DG est nommé. Monsieur Obama. Oui. Comment pouvez-vous passer, quand on parle des problèmes économiques, des problèmes de macroéconomie, comment pouvez-vous passer tout ce qui est infrastructure, les infrastructures, l'énergie, qui sont la base du développement? Donc vous êtes satisfait des infrastructures que nous avons? On en parlera. Ah, parce que le franc CFA, quand on parlera du franc CFA, et on reviendra aux infrastructures, c'est vous qui menez, je vous écoute. Vous voulez absolument qu'on parle d'abord des infrastructures? Qu'on liquide ça, je pense que comme ça se tient. Allez-y. Alors, quand on regarde les infrastructures au niveau du Cameroun,
pour peu qu'on connaisse ce qui se passe dans les autres pays africains. Vous avez des pays qui ont été en guerre pendant plusieurs années, comme le Rwanda. Vous avez des pays qui n'ont presque rien, qui ont l'arachide et le tourisme, comme le Sénégal. Vous avez le Ghana, un tas de pays comme ça. À la base, nous avons un potentiel qui est au-dessus du leur. Potentiel naturel, potentiel humain. Qu'est-ce qui justifie qu'en 5, 6, 7 ans, on vous vante le Rwanda partout, le Ghana, le Sénégal, avec des infrastructures partout. Infrastructures routières, ferroviaires. Vous, ça ne vous a jamais interpellé? Moi, ça m'interpelle. Et ça m'interpelle tellement que ça me peine. Tout simplement parce que nous savons tous ce qu'il faut faire pour faire la même chose. Dans aucun pays au monde aujourd'hui qui veut se développer, l'État ne fait plus des infrastructures routières, ferroviaires, ainsi de suite. Des ponts partout, l'État ne les fait plus. Parce que l'État n'a pas les moyens. Un État qui s'entête à le faire, endette les générations futures. Au Cameroun, on persiste. On persiste. Il faut emprunter de l'argent pour réaliser cela. Vous savez pourquoi? Je vous écoute. Parce qu'on veut gérer les budgets. Et même quand on vous les donne, la route n'est pas réalisée. Ou bien elle est réalisée à moitié, ou elle est mal réalisée. Et vous avez endetté les générations futures. Est-ce que c'est normal? Nous savons tous aujourd'hui que pour réaliser les infrastructures, moi, vous me confiez les infrastructures du Cameroun, je vous les réalise selon le programme du Cameroun sans demander un franc à l'État du Cameroun. Sans demander un franc à l'État du Cameroun. Je pense que ça se fait déjà, on parle de partenariat privé. Ça se fait. Et c'est où? C'est où? L'autoroute Yaoundé-Douala, il me semble que... Et c'est où? C'est à quel stade? C'est en cours. Alors, les travaux sont en cours. Arrêtez, c'est des problèmes tellement sérieux qui ne demandent pas cela. Le Rwanda les fait en combien d'années? Allez voir le Rwanda. C'est en combien d'années? Après, ils sortent de la guerre. Nous, on n'a pas de guerre chez nous. On peut le faire, et mieux qu'eux. Mais quand on vous entend parler, on n'a pas l'impression que vous êtes du parti au pouvoir. Vous n'avez pas le temps de mettre toutes ces idées-là quand vous vous retrouvez entre vous, militants du RDPC, parce que vous parlez comme si vous êtes en dehors de ceux qui proposent, de ceux qui gouvernent, de ceux qui dirigent. Vous n'avez pas le temps de faire de propositions au président national? Vous savez, ce n'est pas le parti au pouvoir qui dirige. Hein. Ben c'est nouveau ça. Moi je sais que c'est le parti au pouvoir qui dirige. Le parti au pouvoir gagne les élections et met en place ses militants. Mais ce n'est pas le parti au pouvoir qui dirige. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ah, allons-y. Le parti, enlevons pouvoir. Oui. Au cours d'une élection, oui. Un parti gagne sur la base d'un projet de société qui est présenté. Le projet lui-même qui se fonde sur l'idéologie du parti. Très bien. Et c'est ce projet, donc l'idéologie de ce parti-là qui est implémentée au cours de la gestion du pouvoir. Alors, le parti qui gagne les élections, c'est le parti au pouvoir, c'est le parti qui gouverne. Alors, c'est comme ça que ça devrait se faire. C'est ceux qui exécutent qui dirigent. Pour simplifier les choses. Et ce n'est pas le cas? C'est pas, écoutez, appelez, c'est pas rencontrer un membre du comité central autre que moi, demandez-lui la position du parti. Je pense qu'aujourd'hui, chacun, ce n'est pas le parti qui doit parler, M. Obama. Ce n'est pas le parti. C'est la fibre patriotique, le pays,
son attachement au pays, sa volonté de voir un pays réussir. Et même au sein des partis, on a des gens qui ont des divergences d'idées, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas partie du même parti. Ils ont un socle commun, mais ensuite, maintenant, chacun a ses idées pour y arriver. Pourquoi vous êtes toujours militant du RDPC? Pardon? Pourquoi vous êtes militant du RDPC? Est-ce qu'il y a une contradiction? Bien sûr. Laquelle? Quand on vous entend parler, Oui. Monsieur le Président, on a l'impression que vos idées sont aux antipodes de celles du RDPC, du moins de la manière dont le RDPC et le pays est géré. Le président Paul Biya est président national du RDPC. C'est ça. Son projet est bâti sur la rigueur et la moralisation. Très bien. Mais quand on vous écoute, on n'a pas l'impression... Alors, son programme, vous prenez vraiment le bon exemple, M. Obama. Son programme est bâti sur la rigueur et la moralisation. Mais c'est pendant cette période-là qu'on a connu les plus grands détournements du Cameroun. Est-ce que vous pensez que parce que le président Biya dit il faut faire ceci et les gens l'appliquent? Vous connaissez le Cameroun. Donc il y a une rupture entre la volonté du président Biya et ceux qui sont censés l'implémenter, c'est ça? Vous-même, vous l'avez dit. Vous-même, vous l'avez dit. Vous dites le programme basé sur rigueur et moralisation. Combien de personnes sont dans les prisons camerounaises? Mais il y a bien ceux qui sont... Vous voyez? Certains sont en prison, d'autres sont là et continuent à travailler au service du président Biya. Continuent à travailler au service du président Biya. Moi, je travaille au service du président Biya. J'ai fait gagner l'élection au président Biya. J'ai conduit sa campagne en 2011 à EDEA. Quand j'arrivais avant cette campagne-là, le président Biya avait perdu contre John Fundi dans cette ville. Il avait gagné à la majorité relative contre Ogbelen dans cette ville, dans cette zone-là. En 2011, sous ma houlette, il a réalisé les scores qu'il n'a jamais réalisés. Et en 2018? Une majorité absolue. Majorité absolue. 2018, c'est un autre contexte dont on parlera certainement après quand vous parlerez de la Sanaga maritime. Mais je veux vous dire, ne pensez jamais, parce que je vous dis, vous avez pris l'exemple, son exemple, ce qu'il prône n'est pas exécuté. Alors, si ce qu'il prône n'est pas exécuté, moi qui ne suis pas chef de l'État, je pense que vous avez la réponse. Je veux votre avis sur la Camerco. J'espère que vous n'allez pas me proposer autre chose maintenant. Allez-y. Que pensez-vous de la Camerco, au départ, était la fierté, du moins on parlait de Cameroun Airlines, la fierté du Cameroun. On a en mémoire quelques écrits, notamment de Samuel Ebois, qui décrivait comment le premier vol de Cameroun Airlines a atterri à Roissy et comment les Camerounais en étaient fiers, et même les Africains de manière générale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Camerco, qui était la fierté, devienne aujourd'hui la honte du Cameroun? On parle de près de 5 directeurs généraux qui ont été changés en moins de 9 ans. Quel est le problème selon vous? Comment le résoudre? Comment expliquer qu'un PCA devient directeur général d'une entreprise? Très bien. Vous posez des questions et vous avez les réponses. C'est un manager comme moi que vous posez cette question. Je vois que vous êtes plus manager encore. Vous avez donné la réponse. Camerco, que moi j'appelle toujours Cameroun Airlines, a un problème structurel. Quel que soit le management, ça ne se règle pas. Problème structurel. Les spécialistes comprennent ce que ça veut dire. Ah ben on ne parle pas là pour les spécialistes, monsieur Biya. On est là pour le téléspectateur. On veut se faire comprendre. Quand on va rentrer dans les détails, je ne sais pas si vous aurez le temps. On a le temps, allez-y. Cameroun Airlines. Camerco et Sonara, je veux absolument avoir votre avis. Quand on dit le problème structurel, c'est que Cameroun Airlines a toujours fonctionné comme le Cameroun lui-même. C'est ce qu'on appelle le problème structurel. Quand vous ne réglez pas le problème du fonctionnement du pays, vous ne pouvez pas régler le problème de Camerco, de Cameroun Airlines qui est devenu Camerco. Par contre, si demain vous privatisez cette entreprise, elle va marcher.
Parce qu'elle ne sera plus dans le giron structurel. Et là, c'est le manager qui vous parle. Je fais un tour de table demain, on privatise Camerco, ça va marcher. Mais les Parce que nous n'aurons pas les mêmes contraintes structurelles que Camerco. Qu'est-ce que vous faites de la C'est souveraineté? une société d'État. Oui. C'est une société d'État. Donc, ça veut tout dire. Mais il y a quand même une fierté à avoir une compagnie qui appartient au Cameroun. C'est la fierté qui fait gagner de l'argent? Non. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver, vous en tant qu'économiste, manager, il n'y a pas une solution en dehors de la privatisation? Le gouvernement camerounais ne peut pas trouver une solution pour... Le gouvernement camerounais peut ouvrir le capital. Au privé. Par exemple. Mais d'une manière significative, sans privatiser. Donc vous pensez que la nomination de nouveaux DG et de nouveaux PCA ne réglera rien? Je pense que ça ne réglera rien. Et ceux qui ont procédé à ces nominations, vous pensez qu'ils ont proposé la bonne solution au chef de l'État? Ça, je ne sais pas. Je n'étais pas dans leur secret. Je vous posais une question en tant que manager, je vous réponds en tant que manager. Vous me donnez à gérer une société qui a des problèmes structurels, minée par les problèmes structurels, vous voulez que je m'en sorte avec quoi? Ça, on ne m'a pas appris ça dans les écoles de management. D'accord? Si on vous propose Camerco maintenant, si le président Biya vous appelle demain après cette émission et vous dit... Donc je ne pense pas que les choses se fassent de cette manière-là. Vous proposez... Est-ce que vous permettez que je vous... si on vous propose Camerco... Si on ouvre le capital, oui, c'est autre chose. Vous êtes prêt à ça, c'est autre chose. Si c'est l'image du Cameroun, si on veut voir un avion qui vole, vert ou jaune, fierté nationale, privatisé, oui, on peut relancer. Mais dans les conditions actuelles, pas d'avenir. Non, ça ne vaut pas la peine. Et la Sonara? La question sur la Sonara, c'est quoi? Est-ce qu'on peut relancer la Sonara aujourd'hui après l'incendie? On a également appris que 5 grands hauts directeurs ont été interpellés, sont toujours en garde à vue aux dernières nouvelles, sauf si cela a évolué. Quel est le problème de la Sonara? Non, la Sonara, c'est plus difficile que ça. La Sonara, c'est plus difficile que ça parce que, d'abord, il faut savoir ce qui a brûlé. Pour ce que je sais de la Sonara, c'est une entreprise, une unité industrielle qu'on avait commandée, parce que le Cameroun, son sous-sol est en majorité de pétrole de fuel lourd, de liquide lourd, je ne sais pas comment ils appellent ça, pétrole lourd. Et apparemment, selon certaines informations que j'ai eues, l'usine qui avait été commandée, c'était pour faire du lourd et du léger. Donc une partie en lourd, l'autre partie en léger, pour pouvoir raffiner le produit brut qui venait des autres pays, notamment le Nigeria. Ça fait des recettes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'unité industrielle a été entièrement livrée en léger. Donc au départ, il y a un problème au départ déjà. Donc du coup, selon les mêmes sources, notre brut s'est mis à être exporté parce qu'on ne pouvait pas le raffiner et on importait du léger raffiné et on rachetait là-dedans et on réexportait le supplément. Ça peut fonctionner pendant longtemps. Quand il y a le boom pétrolier, quand les cours du pétrole sont très hauts, ainsi de suite. Ce qu'on perd de l'autre côté, on le compense. C'est pour cela qu'on subventionnait à la pompe, entre autres. Paraît-il, on a commandé des unités pour produire, pour raffiner le pétrole, le brut léger, le brut lourd. Il paraîtrait que c'est la partie du brut léger qui est brûlée. Il paraîtrait. Donc je vous dis, il paraîtrait. Donc je ne peux pas vous donner le vrai diagnostic. Il y a une commission d'enquête qui a été mise sur pied. Alors, si c'est la partie du brut léger qui a été détruite et que nous avons la capacité de production qui nous permet de
raffiner le brut lourd qui est produit par nous-mêmes, il y a une chance. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, que nous aurons si on prend cette décision, c'est qu'il est beaucoup moins cher d'importer d'Amsterdam aujourd'hui le pétrole que de le raffiner à Limbé. Le litre de pétrole qui est... Mais bien sûr, le gallon de pétrole que vous importez là-bas, ça vous revient moins cher que de le raffiner à Limbé, à la date d'aujourd'hui. Et tel que les choses avancent, s'il n'y a pas une guerre mondiale, je ne vois pas les choses se retourner. Donc il y a une décision de management à prendre dedans qui est qu'on doit associer à une décision politique et puis pour voir jusqu'où on peut aller. Vous êtes favorable à la fermeture de... Non, il faut que je sois... Moi, vous savez, j'aime les usines. J'ai été formé à manager, je peux pouvoir manager toutes les unités que vous voulez. Mais il faut que je vois. Il faut que je vois le dossier, il faut que je vois ce qu'il y a dedans avant de me prononcer. D'accord. Il nous reste encore une vingtaine de minutes à passer ensemble. Je souhaite qu'on parle de votre vie. Ça passe vite, hein? Oui, on ne se rend pas compte, je vous l'avais annoncé au départ. On va parler de votre vie politique dans la Sanaga maritime. On va terminer par votre jardin secret et parler un peu de votre passage des brasseries du Cameroun à Eisenbeck, les procès que vous avez gagnés. Et on a également appris que vous êtes un milliardaire. On en parlera. Je voulais... Vous avez Forbes au Cameroun? C'est Forbes Cameroun qui m'a classé parmi les milliardaires? Non, je fais comme vous. Je parle aux Camerounais dans les salons et j'apprends des choses que je peux utiliser à l'antenne quand je suis à l'émission. Voilà. Okay. Je voulais savoir, la Sanaga maritime, comment se porte le RDPC? Vous disiez tout à l'heure que c'est grâce à vous que le président Biya en 2011 a gagné les élections. Oui. Avant ça, vous n'étiez pas engagé sur le plan politique? Alors, comme vous pouvez savoir, je suis parti du Cameroun en 2004 pour en revenir en 2010. Parce que je suis allé gagner tous mes procès pour ma brasserie Eisenbeck. Ça, vous le savez au moins. Ou bien vous avez entendu parler. Donc, de 2004 à 2010, vous n'étiez pas au Cameroun? J'étais hors du Cameroun. Je suis rentré début 2010. Alors, au départ, vous étiez militant du RDPC? Alors, pourquoi on m'a confié l'élection du président, une élection aussi importante, dans une zone aussi périlleuse, selon vous? Peut-être parce que vous aviez les moyens pour conduire la campagne. Ce n'est pas les moyens qui font gagner. Et de plus en plus, d'ailleurs, vous verrez que ce n'est pas les moyens qui font gagner. Parce que ce n'est pas les moyens d'un jour qui comptent. Qui est le patron politique de la Sanaga maritime aujourd'hui? Alors, du RDPC. Pour le RDPC, c'est M. Louis Yinda. C'est lui le président de la commission départementale. En 2011, c'était qui? C'était vous? Ah non, il n'y avait pas encore de commission départementale. Donc c'est vous qui étiez le... Voilà, exactement. Vous n'avez pas perdu la main? Pourquoi aujourd'hui c'est M. Louis Yinda et non vous? Vous qui étiez là en 2012 pour conduire la campagne du président Biya. M. Yinda est pour toute la Sanaga maritime. Vous étiez seulement pour EDEA? Exactement. Et à EDEA aujourd'hui, c'est toujours vous? Je pose des questions simplement. Je veux savoir, entre 2011 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Posez la question à ceux d'EDEA qui a l'influence. Bon, je ne parle pas de l'influence. Qui est le patron politique du RDPC? Qui est président de section? Ah oui, mais ça c'est autre chose. Patron politique au niveau de la section, ok, c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est Mme Yedna, qui est présidente de la section. Qui a plus d'influence, c'est vous? C'est la patronne politique. Non, je parle de quand vous avez dit d'influence. Non, c'est elle qui est si le président Biya vous a confié la campagne en 2011... Non. Le président Biya, vous avez des patrons politiques sur le terrain, et quand arrive l'heure de la campagne, il choisit qui il veut. Il choisit qui il veut pour aller coiffer ceux qui sont là. En 2018, est-ce qu'il vous a choisi? En 2018, c'était déjà les départementales, donc c'était au niveau départemental. Et à IDEA qui coiffait? La dame. La même dame. Madame. Donc vous avez perdu les galons alors aussi. Pas du tout. Je suis au niveau départemental. Vous avez perdu la confiance du président national? Non, je suis au niveau départemental. Ah, au niveau départemental. Exactement. Oui, mais au milieu, vous êtes dans le ventre mou, vous n'êtes pas en haut. Monsieur Yinda est toujours performant et il est ancien. Que dites-vous à ceux qui pensent que
votre frère, votre petit frère, le ministre des Transports, Ngalé Bibé, vous fait ombrage que vous bénéficiez dès le départ de la conférence du président Biya en 2011. La preuve, il vous confie sa campagne. Aujourd'hui, votre petit frère, qui a travaillé pour vous, est membre du gouvernement et que c'est une pilule amère à avaler pour vous. Ah, c'est ce qu'on vous a dit. J'ai fait comme vous dans les salons, j'ai entendu des choses, je vais avoir la bonne information chez vous. Alors, juste deux choses. Si vous êtes marié et que vous faites un enfant, vous l'élevez, vous dépensez pour lui, c'est pour qu'il réussisse, n'est-ce pas? Je présume. Très bien. Il n'y a pas je présume, c'est pour qu'il réussisse, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Le jour où il a réussi, vous vous énervez parce qu'il a réussi. Ce n'est pas votre fierté. Normalement, oui. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais vous n'êtes pas le père du ministre. Très bien. Alors, ce n'est pas très très loin. On a très court. Notre père est mort à l'âge de 38 ans. Il était haut fonctionnaire, accident de circulation, en mission professionnelle. Nous étions très jeunes. Mais la responsabilité de ma famille, je suis le premier des garçons, je suis le chef de famille. J'ai pris la responsabilité de ma famille à l'âge de 18 ans. Parce que moi-même, je suis marié à l'âge de 18 ans. Parce que j'ai le sens de la responsabilité. C'était précoce, non? Précoce, et ce mariage est toujours là avec 4 enfants. Donc, responsabilité de ce côté, responsabilité de ma famille de l'autre côté. Donc, clair, c'est vous qui Je pense que ça suffit. Il faut qu'on cesse de broder autour de cela. Je suis fier d'avoir rempli mon devoir et je suis fier de voir le devoir accompli. Relation bonne, cordiale entre le ministre et vous? Ben oui, bien sûr. C'est pas ce qui s'est dit à IDEA. Mais vous savez, on peut toujours dire des choses. Vous l'avez eu au téléphone la dernière fois quand? Très souvent. Vous l'avez eu la dernière fois, c'était quand? Prenez mon téléphone, vous verrez que je lui ai envoyé un mail aujourd'hui. Ah d'accord, un mail. Un message, message WhatsApp. C'est ça, WhatsApp? Pour lui dire que vous serez invité à Vision 4? Non, allez-y. Prenez mon téléphone, vous verrez. Non, je pense que nous blaguons. Il n'y a pas de problème. Je suis fier. Il n'y a plus de problème ou il n'y a pas de problème? Je suis fier, c'est le plus important. Je vous ai posé une question, vous m'avez répondu et je vous ai pris par analogie de mon côté. Vous avez trouvé que c'est cohérent. Voilà, c'est parfait. D'accord. La Sanaga maritime aujourd'hui, est-ce que le RDPC ne craint pas on va l'appeler comme ça, le phénomène Cabral-Libye? Alors, Cabral-Libye, c'est un phénomène? Oui, bien sûr que c'est un phénomène. Il est jeune, il était candidat à la dernière élection présidentielle, il est classé 3e, c'est inédit au Cameroun. Et il y a eu comme une sorte de razzia dans le Nyong-Ekele et la Sanaga maritime a été fortement menacée également. Le résultat du RDPC à la dernière élection présidentielle n'était pas... Quand vous connaissez la géographie politique du Cameroun, vous verrez qu'il a fait des voix dans son ère socioculturelle, puisque l'UPC n'était pas candidate. Mais l'UPC soutenait un candidat. Suivez-moi bien. Je vous suis. Suivez-moi bien. Là maintenant, c'est l'autre qui est de la politique qui vous parle. Il y a le mot d'ordre qui peut être donné par le sommet de l'UPC, mais qui n'a pas été suivi par la base. Pour les gens de l'UPC, ils avaient ce que Oumiobe leur avait laissé. Ça veut dire que après le deuxième président au Cameroun, il y aura un troisième président. Celui-là viendra à la Sanaga maritime. Ça sera un jeune qui parle beaucoup de langues. Ils se sont dit, c'est leur messie. C'est pas le cas. Vous voyez? Alors, c'est très facile comme ça. À EDEA, ça a été très difficile pour lui, parce que justement, à EDEA, j'ai expliqué le contraire aux gens. C'est pour ça que ça a été très difficile pour lui, à EDEA. Alors, si l'UPC présente les candidats aux prochaines élections législatives ou municipales, vous me direz.
Alors, si le score de Cabral sera le même. Ben, vous me direz, je suis prêt à revenir à votre émission pour en discuter. D'accord, on en parlera le moment venu. On s'achemine vers la fin de l'émission. D'accord. Je souhaite vous écouter sur votre projet actuel. Vous travaillez sur un projet, vous parlez d'industrie immobilière dans C'est la ça. partie, du moins à Yaoundé, au quartier Golf. On parle de 400 milliards de francs CFA, Oui. le budget global. De quoi il s'agit? Alors, je suis en train de créer, si vous voulez, une petite ville dans la ville, quoi, si vous voulez. Donc, qu'on pourrait appeler un quartier, un nouveau quartier. Et j'achète des terres que je viabilise entièrement. Entièrement. Je les bitume, je les viabilise, hein, la viabilisation totale. J'apporte l'eau, de l'électricité, et mon électricité est en souterrain totalement. Et En souterrain, les câbles ne passent pas. Aucun câble en l'air. Aucun D'accord. câble en l'air. C'est interdit là-bas chez moi. Et c'est un vaste programme, un hôtel de 5 étoiles qui devait être prêt pour la CAN. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que la route que l'État m'a promise depuis 6 ans, je crois qu'on l'a fait 50 mètres par an, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, alors c'est pour cela que l'hôtel n'a pas été mis en place. Les partenaires d'investissement n'ont pas souhaité continuer le projet parce que du côté de la principale voie d'accès, ça ne suivait pas. Alors, en plus de cela, il y a un centre d'affaires qui est prévu avec un centre de conférence pour prendre pratiquement la place du centre de conférence du Palais des Congrès, qui, bien qu'il a été rénové, est quand même vétuste. Là-bas, il y aura toutes les nouvelles technologies. On pourra accueillir 3000 personnes là-bas à l'intérieur. Une grande salle de banquet de près de 1000 places. Un grand centre commercial avec hypermarché, galerie marchande. Qu'on devait d'ailleurs, Carrefour devait d'ailleurs être mon partenaire là-bas, mais il a été détourné. Ça, c'est une parenthèse. Voilà, mais ça se fera quand même. Et à côté, tous les immeubles résidentiels, des bureaux, écoles maternelles, centres de santé, et puis un grand centre de loisirs, puisqu'il n'y en a pas à Yaoundé. Le projet, à quel niveau aujourd'hui? La réalisation, c'est 10%, 20%? On aurait terminé, on saurait à la fin si on avait eu la voie d'accès. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la voie d'accès. Le président de la République avait donné son autorisation pour qu'on la fasse, parce qu'il a vite perçu l'intérêt du projet. Voilà un autre exemple. Et j'ai indemnisé toutes les populations qui étaient sur l'emprise de la voie. À hauteur de? Plusieurs centaines de millions. Plusieurs centaines de millions. De l'autre côté, au niveau du gouvernement, ça ne suit pas au même rythme. Et pourtant, on doit créer peut-être 2000 emplois là-haut. D'accord. Et le projet aujourd'hui est réalisé à combien, le pourcentage? À peu près 10%, 10-15%. Mais les fonds sont toujours disponibles, les partenaires sont toujours là? Je n'ai pas de problème pour les montages des fonds. Je pense que ça, je sais bien faire. Ça, je sais bien faire. Et c'est pour ça que je veux parler des infrastructures tout à l'heure. Ça, je sais bien faire. Ce n'est pas ma principale difficulté. D'accord. Donc ça veut dire que le projet est en cours. Il sera peut-être prêt pour la CAN 2021. Si la route là est terminée, la voie d'accès, c'est ce que je vous disais, un investisseur ne va pas aller mettre son argent s'il y a un obstacle comme celui-là, celui de la voie d'accès. Si la route progresse bien, il n'y a pas de raison qu'au moins l'hôtel et le centre commercial ne soient pas prêts. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer M. Bibert comme un homme riche? Vous êtes riche? Je ne sais pas. Je ne vais pas interroger. Je suis un producteur de richesses pour les Camerounais, pour mon pays. Vous-même, vous ne l'êtes pas. Et je suis au service de mon pays. Tout ce que je produis, c'est ici. Tout ce que je produis, c'est ici. Après la mésaventure d'Isenbeck, si je ne voulais pas produire pour mon pays, je serais parti produire ailleurs. Hein. J'avais la possibilité de le faire.
Mais mon pays avant tout, c'est pour ça que je vous disais patriote, oui, il n'y a pas de problème. Mais je suis revenu pour continuer à contribuer à ce développement-là. Est-ce que aujourd'hui, il y a autour de vous des personnes, d'autres entrepreneurs dont vous êtes fiers des Camerounais? Demandez-leur. Que je leur demande s'ils sont fiers de vous et pas par l'inverse. Ils sont fiers d'eux-mêmes d'être Camerounais. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne parlez pas d'affaires, économie, politique? Vos week-ends, vous les consacrez à quoi? J'ai de la famille, j'ai des enfants, j'ai une épouse. Vous faites quoi avec vos enfants le week-end? Vous jouez avec des enfants? Les enfants, ils sont grands maintenant. Donc, je ne joue plus avec eux, je joue avec les petits-enfants. Ouais. Donc, comme j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je joue avec les petits-enfants. Vous avez des loisirs quand même? Pardon? Des loisirs? Bien sûr, je suis un sportif. Hein. Que- Je fais beaucoup de marches à pied, beaucoup de marches rapides. Pratiquement tous les 2 jours, je monte sur les cimes du Mont Fébé là-bas. Et beaucoup de gens me rencontrent. C'est le seul sport que vous pratiquez? Tous les 2 jours. Et vous arrivez... Et c'est déjà beaucoup, c'est un sport très complet. Parce que ce n'est pas une marche lente. Hein. D'accord. Vous avez un Ça coach? vous fait 8 km Tous les 2 jours? Tous les 2 jours. Ça fait 16 km, vous multipliez par 3, ça vous donne ce que ça vous donne. Hein. 24 km par semaine en montagne. Et vous arrivez à faire à manger à la maison, quand même, le week-end, pour faire plaisir à madame? Je faisais ça quand j'étais étudiant. Aujourd'hui, il faut produire, il faut donner la richesse aux autres Camerounais, il faut leur donner du travail. Il y a des gens qui demandent cela. Pourquoi vous voulez que je le fasse? D'accord. Je me suis rendu compte que votre fondation, la fondation Bibé, a travaillé dans la traduction de la Bible en langue bakoko. Cela me semble inédit. C'est inédit, même en Afrique. C'est la première langue traduite de cette manière et puis qui a sorti 6 manuels didactiques. C'est la première en Afrique. Mais je souhaite qu'il y ait d'autres comme ça au Cameroun. Ma fondation est là avec tout ce qu'il faut, tous les investissements qu'il faut pour aider les autres langues. Vous pouvez traduire d'autres langues aussi? Oui, s'ils ont leur locuteur. Ils vont le faire. S'ils ont leur Combien ça coûte pour traduire la Bible en langue bakoko? Ça coûte beaucoup d'argent. C'est vous qui, c'est la fondation qui a Au tout niveau payé? de ma fondation, je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté parce que c'est la culture. La culture, on ne compte pas. Et surtout une culture comme celle-là. Parce que c'est la culture qui reste. D'accord. Par contre, là, il faudra compter. C'est le prochain projet à la formation, la lutte contre les moutmouts. Vous savez que nous sommes infestés dans certaines régions du Cameroun. Comment vous comptez le faire? Il y a plusieurs procédés, mais qui coûtent très très cher. Il faudra aller chercher l'argent à l'étranger. On se battra pour aller le chercher. Il y a de l'argent qui existe pour ça aussi. Et ça, c'est dans le cadre de la fondation que vous le Dans le que cadre de vous la ferez. fondation que je veux le réaliser. D'accord. On a de nombreux messages, mais le temps, on est bousculé par le temps. Je voulais... On a une synthèse des messages pour qu'ils ne s'énervent pas. Ouais. Bonjour, M. Obama, s'il vous plaît, je peux avoir le numéro de M. Joseph Bibé. Madame Ewane Douala, souffrante avec des enfants qui veulent de l'aide. J'ai bien peur que mon téléphone soit déchargé. Autre message. Bonsoir Ernest, l'invité me laisse sur m'asseoir concernant la question de ce qu'il pense de la situation sociopolitique et non la pensée des autres. Georges Kagame qui envoie le message. Bonsoir, autre message. Bonsoir, Monsieur Bibé, tout ce que vous dites est vrai. Vous êtes un patriote, soyez béni. Monsieur Bibé est un homme libre pour ceux qui l'ont connu à Macaque. Pour moi, qui l'ai connu au Brasserie, c'est la liberté qui développe le pays. Docteur Simon-Pierre Gimbok, vous connaissez? Voilà. Bonsoir, Monsieur Obama. Votre invité voulait vous dire que le RDPC gagne les élections, mais c'est le gouvernement qui gère, pas le parti. Monsieur Georges Manga,
qui envoie le message. Bonsoir, très belle émission. Juste pour vous dire que votre invité est trop fort. Je pense que notre État devrait implémenter les dits du docteur du monsieur. Ce monsieur a de la matière. Merci pour les missions. Je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aider, je ne parle pas d'accompagner, à aider le président Biya à aller vers l'émergence? Est-ce que vous êtes disposé? Le président Biya? Le président Biya. À l'aider, aller vers l'émergence? Oui. Bien sûr, pourquoi pas. Si on... il y va à l'intérêt de notre pays, parce que ça va, de toutes les façons, ça va très mal. S'il fait appel à vous, au gouvernement, vous êtes disposé? Je suis prêt à l'aider. Vous êtes prêt à l'aider. Mais il y a quand même un hic. Non, je suis prêt à l'aider. Prêt à l'aider. Bon, je pense que s'il a suivi l'émission, je pense qu'il y a un certain nombre de choses, certainement qui sont déjà dans sa pensée. Je ne suis pas sûr que je suis le seul à détenir ça. Certainement, lui-même a déjà pensé à ça. Bon, ce serait bien d'associer cela. Bon, peut-être, pourquoi pas. Sauf qu'on ne peut pas avoir dans un même gouvernement oh là, le petit frère et le père. Le père et le fils. Alors, si les gens sont compétents, où est le problème? Si aujourd'hui, si on vous demande, vous êtes tous les deux compétents, oui. On fait un clin d'œil au ministre Ngala Bibert, si on vous demande, il y a une place entre M. Bibert et M. Ngala Bibert, que feriez-vous? Vous laisserez votre fils prendre la place? Déjà, on ne peut pas poser une question comme celle-là. On ne peut pas poser une question. Ça peut arriver. Non, on ne peut pas poser une question comme celle-là. Dans tous les cas, on retient que vous êtes... Je pense que chacun est compétent dans son domaine. Ce n'est pas une question de tel ou tel. Chacun est compétent dans son domaine. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que si on vous appelle... Le Cameroun a besoin de toutes les compétences. Voilà. D'accord. Le Cameroun a besoin de toutes les compétences. Moi, je sais chercher beaucoup d'argent pour faire des financements, faire de tous les montages, mener les programmes d'infrastructure du Cameroun, ainsi de suite. Bon, il y a beaucoup de choses. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a, si ce n'est pas le ministère de l'économie, au moins le ministère des Travaux publics, parce que là, vous semblez... Alors, je vais vous dire quelque chose. Pour mener un programme d'infrastructure au Cameroun et qu'il réussisse, il faut supprimer au moins 3 ministères qui ne serviront à rien. Lesquels? L'urbanisme, oui. Les travaux publics, ça ne servira à rien. Et le troisième? Le troisième qu'il faudra supprimer après, mais au départ, il faudra le garder, le temps de celui des domaines, là, le temps de digitaliser cela, parce qu'une fois que ce ministère est digitalisé, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Aujourd'hui, il est là parce qu'on fait encore tout à la main et toute la fraude est facilitée à cause de ça. Mais une fois qu'il est digitalisé, il ne sert plus à rien. Le ministère des Travaux publics ne servira plus à rien. Si vous fusionnez un ministère, par exemple, de l'économie avec les infrastructures, hein, il ne servira plus à rien. C'est le même ministère qui ira chercher les fonds et qui fera exécuter, puisqu'il y aura une partie infrastructure et l'autre partie négociation des fonds. Donc, il sert à quoi encore? D'accord. Il y a une pléthore de ministères comme ça. Qui ne servent à rien. Non, pas qui ne servent à rien. Qui mais ne sont si pas si on rentre efficaces. si on rentre dans ce schéma-là, il y en a qui ne serviront plus à rien. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous avez un ministère qui fait les infrastructures et l'économie, vous n'allez pas avoir un ministère des Travaux publics. On va se quitter, mais on va vous donner le temps de parler aux militants du RDPC de la Sanaga maritime et même au-delà, parce qu'il y a l'ouragan, même si vous semblez vous ne voulez pas l'accepter comme tel, l'ouragan Cabral qui arrive. Il faudrait peut-être galvaniser les... Les militants affronteront l'ouragan Cabral. Est-ce qu'il y a un message? Vous avez 1 minute 30 pour parler aux militants du RDPC, même au-delà. Est-ce qu'il y a un message aujourd'hui pour les Camerounais? Je pense que les Camerounais, il faut qu'ils tiennent bon. Il faut qu'ils s'arment de courage. Il faut qu'ils soient derrière leur chef d'État qui, je pense, prendra les décisions qui s'imposent.
Je prends un exemple, vous savez, quand on disait le franc CFA, on n'en a pas parlé. On n'a pas eu le temps. Quand on disait le franc CFA doit partir et que le président Kadhafi s'est levé pour dire il faut le franc, il faut une monnaie continentale, ce n'est pas par hasard qu'un démembrement de toute cette stratégie devait se retrouver à Yaoundé. Ce n'est pas par hasard. C'est à la mort du président Kadhafi qu'on a su qu'un démembrement de cette stratégie allait avoir pour siège à Yaoundé. Mais qui avait pris le risque et la décision que ça soit ainsi? C'est le président Biya. Et c'est une grande décision. Si le président Kadhafi n'avait pas été tué et que cette institution serait en place, le président Biya sortirait par la grande porte. Mais il a pris quand même ce risque-là et cette décision. Je pense qu'il saura prendre des bonnes décisions, bon, et qu'il écoutera peut-être un certain nombre de choses que j'ai dites ce soir. Je vous remercie. On va se quitter. On vous dit infiniment merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous avoir encore très bientôt sur l'antenne de Vision 4. Voilà. On va se quitter aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Obama, de m'avoir... Vous avez passé un bon moment avec nous? Très bien. Vous ne vous êtes pas ennuyé quand même? Oh non, pas du tout. Le temps passe, on ne s'en rend même pas compte. Voilà, merci beaucoup. On va dire merci à toute l'équipe de production qui était avec nous ce soir. Merci à Willy Tchunke, merci à Jean-Calvin Django, merci à Kelly et Yann, à Jean-Daniel Angoula, à Sebri Akono, à Madame Tiga, à Madame Agnès Mandandé. Merci également à M. Manilo. J'oublie toujours j'ai du mal à prononcer. C'est Manilo, c'est bien Manilo? Mamilo, à M. Mamilo qui était là avec nous aujourd'hui, à notre preneuse de son, à toute l'équipe de production ce soir. Nous étions avec Alphonse Joseph Bibet, il est économiste de formation, il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre du comité central du RDPC, PDG des Clem Invest, et il était avec nous ce soir. Merci à tous. On dit merci au président directeur général du groupe Aneglo, Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a supervisé le programme. Ne manquez pas la rediffusion qui est prévue mardi à 14h, heure de Yaoundé. Nous nous retrouvons dimanche lorsqu'il sera à 11h dans le cadre de l'émission Dimanche de Lyon. On reviendra notamment sur les sujets qui ont marqué l'actualité. On ne saurait clore ce programme sans dire un mot à l'endroit de ces Camerounais qui sont passés de vie à trépas à Darak et pour qui cette journée a été consacrée, un deuil national décrété par le chef de l'État camerounais Paul Biya. Nous sommes de tout cœur avec ceux-là qui, jour et nuit, défendent l'intégrité de notre pays, le Cameroun. Nous sommes de tout cœur avec celles qui sont restées veuves, avec ceux qui sont restés orphelins, simplement parce que leur paternel défendait notre pays, le Cameroun. On vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de Vision 4. Bel bonsoir.